Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le premier message de l'année des évêques fait réagir en République démocratique du Congo. L'appel à la mise en œuvre de l'organisation des élections de 2023 dans les délais émis par la SENCO a été diversement apprécié, notamment à la tête de l'État. La filière de la banane reprend des couleurs au Cameroun. Une hausse de 13,28% des exportations de bananes a été enregistrée en un an. La filière espère désormais renouer avec la bonne croissance d'il y a quelques années. Et 70 000 hectares de terres dégradées au Niger vont être récupérés pour être mis à disposition des paysans. Une initiative du programme Millennium Challenge Account Niger pour réduire la pauvreté et parvenir à l'autosuffisance alimentaire. En République démocratique du Congo, les évêques ont profité de leur premier message de l'année pour se prononcer sur la situation socio-politique. Si la conférence épiscopale nationale du Congo a salué l'avènement des nouvelles autorités, la SENCO a également appelé le gouvernement en formation à respecter les délais de l'organisation des élections de 2023. Une intervention diversement appréciée, comme nous l'explique Aïssatou Bari. En RD Congo, l'épiscopat congolais alerte sur la situation politique du pays. Réunis les 22 et 25 février 2021, les évêques ont passé en revue les principaux secteurs qui constituent des points de crispation dans le pays, notamment économiques, sécuritaires ou encore situation sociopolitique. La SENCO a rappelé la nécessité pour le futur gouvernement de tout mettre en œuvre pour organiser les élections dans les délais en 2023. Heureusement que le Congo a des évêques face à la faiblesse d'une société civile qui est souvent meurtrie, comme les dirigeants de la Lucha, Floribert Chebeya et autres. L'Église catholique a toujours été présente en RDC. Et c'est tant mieux si elle arrive à tirer sur la sonnette d'alarme très tôt pour faire éviter à ce pays les dérives qui sont constantes dans la gestion de la chose publique en RDC. Une sortie des évêques qui n'a pas été appréciée du côté de la présidence qui dénonce une immixtion. Le service de communication de l'institution estime que le moindre soupçon de glissement du mandat n'a jamais effleuré l'esprit de Félix Tshisekedi. Selon le porte-parole du président Kassongo Mouama Yamba Yamba, le président Félix Tshisekedi a fait de l'organisation des élections dans les délais l'une des priorités de son quinquennat. Les élections en RDC ont été très perturbées, avec d'un côté la classe politique qui ne s'accordait pas et de l'autre une machine électorale non maîtrisée par qui que ce soit. Vu que c'est un grand pays très peuplé, c'est l'occasion pour la classe politique, le gouvernement notamment, de s'organiser très tôt pour ne pas tomber dans les dérives des élections passées et qu'on évite à ce pays encore la grande pagaille qui a été celle de 2018. A rappelé que Jean-Michel Sama Lukunde Kienge, le nouveau Premier ministre, poursuit les consultations pour la formation d'un gouvernement. Sur la question, l'épiscopat congolais suggère de privilégier un profil éthique dans ses choix. Les évêques, qui se sont également penchés sur les violences des groupes armés dans l'est de la RD Congo, ont exprimé leur compassion aux populations en détresse dans cette partie du pays. La situation actuelle dans le nord de l'Éthiopie inquiète la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni à huis clos ce jeudi, n'est pas parvenu à trouver un consensus sur la question de la région du Tigré. Les membres du Conseil n'ont pas réussi à faire de déclaration commune. 3 pays se sont opposés à toute mention de la crise politique en mettant en avant le respect de la souveraineté nationale. Il s'agit de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Paradoxalement, les membres africains du Conseil, à savoir le Niger, la Tunisie et le Kenya, n'ont émis aucune opposition à cette déclaration. Rappelons que le conflit du Tigré, qui a débuté en novembre 2020 avec l'offensive de l'armée fédérale contre les troupes tigréennes, menace directement la paix et la sécurité régionale. Plus de 400 000 déplacés ont été recensés. L'Éthiopie va de nouveau recevoir l'aide humanitaire des États-Unis, un dispositif qui avait été suspendu
en raison des tensions autour de la construction du barrage de la Grande Renaissance qui a commencé en 2010. Un projet qui implique l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. 3 pays, un projet et des désaccords persistants. Marie-Raphaël Antolo. Rétablissement de l'aide humanitaire allouée à la lutte contre le terrorisme et le trafic humain en Éthiopie. Suite à une annonce du porte-parole du gouvernement américain, Ned Price, il a été fait savoir que les autorités américaines ont annulé leur décision de suspendre l'aide accordée par le pays à l'Éthiopie. Cette aide de 130 millions de dollars avait été suspendue par le président Trump après l'échec de son intermédiation entre les différentes parties concernées par la tension liée au barrage. Les raisons du rétablissement de l'aide humanitaire en Éthiopie s'inscrivent dans une nouvelle politique de normalisation de l'administration Biden envers les partenaires américains. Surtout que cette mesure de suspension de l'aide provenait de l'administration de Donald Trump et a engendré par la suite des tensions autour du barrage de la Grande Renaissance avec l'encombrant voisin égyptien et soudanais. Dans cette perspective, les autorités américaines soulignent qu'elles sont résolument engagées à reprendre cette aide afin de fournir les assistances humanitaires de base aux personnes dans le besoin dans le pays. Le pays entend également rembourser l'aide due pendant la période d'arrêt. Cette dernière s'élève à environ 272 millions de dollars selon Ned Price. On comprend mieux que par cet acte politique de forte ampleur, les États-Unis entendent œuvrer pour une neutralité, mieux à rechercher un consensus entre les pays concernés. D'une capacité de 6450 MW, le GED est construit sur fonds propres à plus de 80% actuellement par l'Éthiopie qui entend devenir ainsi un hub énergétique régional. Cependant, l'Égypte qui dépend entièrement du Nil Bleu, qui accueille l'infrastructure pour son approvisionnement en eau, craint une crise hydrique à cause du barrage. Une inquiétude partagée par le Soudan. Cela a conduit à des années de négociations entre les 3 parties avec plusieurs médiateurs dans les États-Unis. L'horizon s'éclaircit pour la filière de la banane au Cameroun. Les exportations qui avaient été ralenties par la crise séparatiste anglophone ou encore par la pandémie de Covid-19 ont repris de plus belle. Une hausse de 13,28% a d'ailleurs été enregistrée de 2020 à 2021. Plus de détails avec Loretta Simbou. Au Cameroun, les opérateurs de la filière banane du pays ont exporté en tout 17 258 tonnes au cours du mois de février 2021, contre 14 965 tonnes exportées en février 2020. Selon une compilation des données publiées par l'Association bananière du Cameroun, ASOBACAM, ce chiffre représente une hausse de 13,28% entre les 2 périodes. La banane est le 3e produit d'exportation du Cameroun après le pétrole et la banane représente un produit d'exportation très essentiel parce qu'il crée plus de 10 000 emplois directs et plus de 50 000 emplois indirects et faisant vivre près d'un demi-million de personnes. Donc la banane est très importante pour l'économie camerounaise et la banane est très importante pour la compétitivité de l'économie camerounaise. D'où l'importance d'augmenter ces exportations et l'importance de maintenir les chiffres de la banane hauts. Si l'on s'en tient aux performances des 3 principaux acteurs du marché dont les données sont compilées par l'ASOBACAM, cette situation est davantage liée aux performances haussières des exportations de façon générale sur un an. En effet, la Société des plantations du Haut-Pandja, PHP, voit ses exportations progresser de 13 843 tonnes en février 2020 à 14 233 tonnes en février 2021. Pour maintenir le cap de la hausse de la banane actuelle, il est bon que les acteurs de la production de la banane assimilent les risques qui ont fait baisser les exportations de la banane et transforment ces risques en un défi et se prépare à une résilience face à cette contrainte. D'abord, en renouvelant qualitativement et quantitativement l'outil de production et en demandant aux autorités que des efforts continuent à être faits dans la sécurisation de la zone de production de la banane. Notons que la banane fait partie du top 10 des exportations non pétrolières du Cameroun vers l'Union européenne. Selon les derniers chiffres officiels, le pays a écoulé en 2019 sur le marché européen les bananes pour un montant de 136 milliards de francs CFA.
Le Niger avance dans son objectif d'autosuffisance alimentaire. 70 000 hectares de terres dégradées vont être récupérés pour être mis à disposition des paysans grâce au programme Millennium Challenge Compte Niger. Ce dispositif entre dans le cadre du programme dénommé Agriculture résiliente au climat. Les explications de Joël Maribalo. Dans l'objectif d'accroître la productivité agricole, le programme Millennium Challenge Account Niger va octroyer 70 000 hectares de terres dégradées aux communautés rurales. Grâce à cette opération, des dizaines de projets axés sur la préservation et la restauration de l'environnement vont voir le jour. La restauration ou la récupération des terres dégradées et leur cession aux communautés rurales du Niger dans le cadre de l'initiative Millennium Challenge Account dans un contexte de gestion durable des ressources naturelles pour l'agriculture et d'adaptation de cette agriculture au changement climatique pourra permettre, entre autres, un ralentissement du processus de désertification, une augmentation des terres arables disponibles, une baisse de la pression sur les terres agricoles déjà insuffisantes. À travers ce programme, les populations rurales vont pouvoir développer la production agricole résiliente au climat et bénéficier d'infrastructures d'irrigation. Une opération qui à long terme va permettre d'aider les entrepreneurs locaux à rentabiliser leurs produits et aux paysans d'améliorer leurs revenus, car nombreuses sont les familles dépendantes de l'agriculture et de l'élevage. Un encadrement et un accompagnement strict des agriculteurs ou des communautés seront nécessaires pour une maîtrise par ces derniers des mécanismes, moyens et techniques qui favoriseront leur autonomisation en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, sans oublier la préservation de l'environnement. Pour rappel, le Compact Niger du Millennium Challenge Corporation est un appui du gouvernement fédéral des États-Unis financé à hauteur de 437 millions de dollars. Grâce à ce programme, plusieurs pays africains faisant preuve d'une gouvernance équitable et d'un apport au développement humain continuent d'en bénéficier. La troisième journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football se joue ce vendredi 5 mars. La rédaction d'Africa 24 vous propose un retour sur la deuxième journée de cette compétition, marquée notamment par les bonnes performances de l'équipe Simba Sport Club de Tanzanie. Un sujet de José Douglas. Nous sommes au deuxième tour de la Ligue des Champions et l'équipe qui surprend dans cette compétition s'appelle Simba Sport, un club de la Tanzanie basé à Dar es Salaam et qui se place premier en groupe A avec 6 points, devançant l'AS Vita Club de la RDC et Al Ahly d'Égypte, Vita Club et Simba sur qui il convient de s'y attarder. Oui, l'AS Vita Club qui a aujourd'hui une présidente, une femme dans le milieu du football zaïrois, ça fait plaisir et c'est un club qui est très organisé. Oui, Congo-Brazzaville, on va dire. Et le club est assez organisé, les moyens sont mis à la disposition du staff technique, donc je ne suis pas surpris de les voir à ce niveau-là. Le FC Simba, c'est le deuxième club, je crois, de Tanzanie, après le Azam FC. Donc c'est un club aussi qui a un président qui a beaucoup de moyens. En groupe B, Mamelodi Sundowns, l'équipe du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe fait cavalier seul en tête avec 6 points, suivi du TP Mazembe, 2 points. Le tout-puissant Mazembe étant menacé par le club soudanais d'Al Hilal et les Algériens du CR Belouizdad. Quant au groupe C, le Wydad confirme sa suprématie dans la compétition, mais attention, il est talonné par les Guinéens d'Oroya qui patinent en championnat mais veulent briller dans cette Ligue des Champions. Le groupe D avec le Tunis qui devance le MC Alger, les Égyptiens de Zamalek, les Sénégalais de Tungut sont scotchés à la 4e place, mais il faut évoquer le travail de certains clubs. On voit aujourd'hui que les clubs phares de chaque pays aujourd'hui essayent de mettre un encadrement technique un peu plus imposant, travailler sur la préparation physique, etc. Et on voit que ça paye aujourd'hui et on peut rivaliser avec les pays du Nord. Une prochaine journée qui s'annonce assez palpitante, vendredi 5 mars, il y aura un certain CR Belouizdad contre Al Hilal, un match avancé pour le groupe B. Ensuite, le 6 mars, toutes les autres rencontres, groupe A, Al Ahly, Vita Club et Alberec Simba. En groupe B, le second match à suivre, TP Mazembe, Mamelodi Sundowns. En groupe C, Kaizer Chiefs contre Petro Luanda et Wydad de Casablanca, Oroya AC.
Un groupe des Tungut MC Alger et Tunis Zamalek. Ce sera la 3e journée de la compétition, alors qu'en Coupe de la Confédération, les choses sérieuses démarrent le 10 mars 2021. Et une autre compétition sportive se joue actuellement sur le continent. Il s'agit de la CAN U20 de football, dont la petite finale se joue ce vendredi à Nouakchott en Mauritanie. La Gambie et la Tunisie s'affrontent pour tenter de remporter la 3e place de cette compétition de football dédiée aux moins de 20 ans. Coup d'envoi 20h GMT. Rappelons que la grande finale se jouera ce samedi et opposera le Ghana à l'Ouganda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.